Bonjour à tous. Nous parlons aujourd'hui donc de jeunesse et nous parlons aujourd'hui de la jeunesse de demain. Quel avenir pour la jeunesse? Quel engagement? Quelle participation? Quelle prise de conscience? Quel investissement aussi dans notre société? Quelle participation citoyenne? Voilà, donc tout ça avec nos 5 intervenants à qui je vais m'empresser de laisser la parole parce que c'est certain qu'ils auront plus de choses à dire, plus de choses intéressantes que moi. Et on va commencer par toi, Paola, si ça te convient, si tu peux nous parler un peu, parce que c'est quelque chose que tu suis très près. Tu as une actualité importante en ce moment sur la participation des jeunes, notamment à la vie politique. Et si tu veux bien, donc introduire et commencer cette table ronde, s'il te plaît. Merci Léa. Donc, nous, notre actualité en ce moment, c'est que on a une proposition de loi qui sera discutée jeudi prochain en commission et le jeudi suivant en séance, qui traite du droit de vote à 16 ans. L'idée, c'est d'abaisser le droit de vote à 16 ans. C'est une revendication qui est portée depuis très longtemps par les associations de jeunesse, par les organisations lycéennes, par des responsables politiques de tous bords. C'est vraiment assez transpartisan. Et donc, on a voulu se faire porte-parole au groupe Écologie, Démocratie, Solidarité de cette revendication. On pense que c'est vraiment le moment pour avancer là-dessus, qu'on ne peut plus nier le droit de cette jeunesse à s'exprimer au sein des institutions démocratiques, parce qu'on est à un moment avec la crise du Covid où cette jeunesse est particulièrement impactée par la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale. Et on est en train de prendre énormément de décisions qui les concernent, qui concernent leur avenir, qui concernent l'avenir de la planète, qui concernent les finances publiques aussi. On est en train de créer énormément de dettes qui va retomber sur leurs épaules. Et donc, il faut qu'on leur donne un mot sur cette question. Il faut qu'ils aient leur mot à dire. On pense vraiment que le monde d'après, qui sera le leur, il faut qu'on le construise avec eux. Et on entend énormément que les jeunes seraient dépolitisés, qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Ce n'est absolument pas le cas. On le voit dans les marches pour le climat, les marches pour le féminisme, contre les discriminations, contre les violences policières. Encore récemment sur les habillements, les vêtements au lycée. Donc, les jeunes ont énormément de choses à dire sur la politique scolaire, sur la politique lycéenne, sur tout ce qui les impacte directement, mais aussi sur le modèle de société vers où on va. Et donc, pour mobiliser en amont de ces discussions où tous les formations politiques vont devoir se positionner, on a lancé une pétition sur change.org. Donc, le lien, c'est jevote-à-16ans.fr. Donc, vraiment, on invite tout le monde à signer et diffuser un maximum cette pétition pour rendre visible en fait, le soutien à cette mesure avant les débats. Comment ça prend? J'ai vu que vous aviez beaucoup de soutien. Il y a des grandes organisations, mais aussi des acteurs petits ou grands qui ont décidé de se rallier à cette cause et qui vous soutiennent. Comment ça s'organise en ce moment? Enfin, quelles sont les discussions? Comment ça prend en quelque sorte? Comment c'est réceptionné? Alors, pour tout vous dire, les jeunes ne sont pas unanimes sur la question. Les jeunes eux-mêmes, bon, il y a des clivages, il y a des débats. Ça crée des débats très, très intéressants sur en fait, le sens du vote dans nos sociétés. Et ça crée aussi beaucoup de débats sur est-ce que les jeunes sont capables, matures, voilà, suffisamment prêts pour avoir cette responsabilité. Évidemment, ma position, c'est qu'ils le sont. Ils le sont capables, ils le sont légitimes. Mais c'est marrant de voir à quel point ils ont intériorisé voilà, un regard que les adultes leur renvoient du fait que voilà, ils seraient pas capables, ils seraient pas suffisamment formés à la chose politique. Alors qu'on sait que le vote, c'est plus une question de droit qu'une question de capacité. Si on commence à dire quelqu'un est capable de voter, l'autre non, quelqu'un est assez intelligent pour voter, l'autre non, on rentre dans
une idée de vote censitaire, en fait. C'est quelque chose qu'on a dépassé depuis de longues années et qui n'est pas du tout démocrate, voilà, qui n'est pas du tout aligné avec les valeurs qu'on porte aujourd'hui dans notre République. Donc voilà, nous, on essaye de convaincre un maximum. Les jeunes, j'ai fait plusieurs déplacements dans les lycées. Au début, ils ont ces réactions, on ne va pas être capable, on n'est pas voilà, suffisamment formé, etc. Et en discutant, après 1 heure de discussion, ils commencent à se dire « Ah, mais en vrai, voilà, j'ai déjà mon idée, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux exprimer. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire comme le reste des adultes ?» Donc, c'est un débat passionnant et on voit que petit à petit, les gens sont de plus en plus ouverts à l'idée. Et c'est intéressant. Alors, il y a quelqu'un justement qui voulait nous parler sur cette table ronde aussi de empowerment des jeunes. On n'a pas encore vraiment trouvé un terme tout à fait adapté en français, je crois, mais c'est Brandy qui, lui, fait face en fait à ce type de témoignage justement de donner envie, de donner des outils nécessaires, les moyens de compréhension et vraiment donner tous les outils nécessaires aux jeunes pour leur donner envie de s'investir et de s'engager en politique. Donc, si Brandy est parmi nous, j'aimerais bien qu'il nous fasse un peu part de son témoignage plus concret, parce que lui, toi, tu vas vraiment à la rencontre des jeunes au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette transition par rapport à quelqu'un qui n'est pas intéressé, comment vous arrivez vraiment à l'intéresser et à l'impliquer en fait dans le débat politique et public, s'il te plaît? Ouais, bah, moi, je m'appelle du coup Brandy Boloko. Je suis coprésident de l'association qui s'appelle Cité des Chances. Et Cité des Chances, comment elle est née? Cité des Chances, elle est née d'un constat de ma part, du fait que moi, j'ai eu la chance d'être engagé dans des associations, faire des simulations parlementaires, voilà, me sentir, entre guillemets, à ma place dans ces institutions. Mais c'est pas parce que quelqu'un me l'a dit, mais c'est parce que je l'ai moi-même pratiqué et j'ai fait des concours d'éloquence. Enfin bref, je l'ai fait. Et on n'a pas ça au lycée. Ça, je l'ai eu en dehors du lycée. Je suis allé chercher à droite à gauche des associations, mais c'est pas venu à moi, c'est moi qui suis parti le chercher. Et ça, c'est pas normal. Et d'autant plus dans les quartiers populaires où nous, on agit avec Cité des Chances, on va faire en sorte que les jeunes s'engagent également dans tout ce qui est associatif, syndicat, politique, etc. Alors, ce qu'on fait dans Cité des Chances, on veut faire ce qu'on appelle un parcours citoyen. C'est-à-dire que de la seconde à la terminale, qu'un lycéen ait en seconde une formation, on va dire, à l'éloquence, avec des comédiens, avec des professionnels, et l'on travaille avec des partenaires. Simulation parlementaire en première, et là, c'est notre grosse action où les lycéens simulent des rôles de lobbyistes, de députés, de journalistes, parce qu'au final, ce n'est pas que les députés qui font la chose publique aujourd'hui, c'est tout un monde avec des journalistes, avec des acteurs et des associations. Toutes ces personnes qui font sur les choses publiques, il faut les faire simuler. Il faut que ces personnes-là puissent se projeter. Donc, c'est notre grosse action qui prend à peu près 3 mois pour les élèves, le temps de maturer les dossiers, de construire leur argumentaire et puis travailler leur éloquence. Et enfin, en terminale, on les fait visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, pour qu'ils puissent définitivement se projeter, se dire « Ok, c'est bon, là, je suis armé pour le faire ». Pas tant qu'ils ne sont pas armés avant, mais leur donner confiance. Et c'est ça, cette question d'empowerment, c'est justement leur donner confiance et leur donner confiance dans leur capacité d'agir et de changer les choses. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse, notamment de banlieue, parce qu'on a des choses à dire. Sur Twitter, je vois des gens qui ont des avis, qui argumentent, qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Et comme l'a dit Paola tout à l'heure, même les jeunes ne sont pas d'accord entre eux sur le vote à 16 ans. Mais c'est vrai, les gens ont des choses à dire. Maintenant, le passage à l'action, c'est autre chose. Et Cité des Chances, on veut faire en sorte que les jeunes prennent confiance et aient les outils pour le faire. Alors, tu parles d'outils, Brandy, c'est intéressant parce que c'est aussi là-dessus que ça porte. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas les mêmes outils que les générations précédentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Peut-être qu'on ne se renseigne plus exactement de la même manière. Enfin, tu vois, si tu peux nous donner un petit élément, genre les personnes que tu rencontres auprès de qui tu interviens et ton association intervient, quel est leur moyen de communication aujourd'hui? Quel est leur moyen de s'informer? Est-ce que c'est Facebook? Exemple, est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est le monde.fr? Est-ce que c'est le journal télévisé? Comment ça fonctionne? Moi, par exemple, des fois, quand je parle avec eux, je me rends compte que je vieillis un peu, même si je suis jeune. Moi, c'est pas mal le monde et les réseaux sociaux.
Mais aujourd'hui, quand on va dans des lycées, on va voir des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. C'est pas du tout Le Monde. L'application Le Monde, ils l'ont peut-être pas tous. C'est pas Le Figaro, c'est Twitter, principalement Twitter. Et donc, c'est aussi, et du coup, j'ai remarqué également qu'ils font, entre guillemets, ce travail eux-mêmes de tri. C'est-à-dire, OK, ça, c'est une information qui peut être fiable. Celle-là, elle est moins fiable. Peut-être quelque chose qu'on faisait, je ne sais pas, peut-être moins avant, qu'on donnait énormément de légitimité à la presse, entre guillemets, mainstream, comme Le Monde. Mais aujourd'hui, on a tellement de sources d'informations que les jeunes font eux-mêmes le tri entre ça, je choisis de suivre, et ça, je ne choisis pas de suivre. Et c'est vraiment différent. Ouais, c'est intéressant. C'est parfait parce que tu m'offres une transition toute faite. Ces questions-là et qui renseigne les jeunes au quotidien sur sa chaîne Twitch. Jean, est-ce que tu peux nous justement, parce qu'il y a beaucoup, ton public est essentiellement jeune, si je ne me trompe pas. Quel est le rapport des jeunes avec l'information de manière générale? Je pense aussi par rapport à certains médias, on parlait il y a quelques jours sur ta chaîne. Comment ça se passe concrètement? Comment les jeunes s'informent et comment est la réception de l'information dans les communautés et au sein d'un public jeune, en fait? En fait, sur la question de la réception de l'information, il n'y a pas énormément de différence entre les jeunes et les vieux. C'est-à-dire qu'on constate à peu près les mêmes comportements, notamment les mêmes défiances. Les jeunes, comment dire, reconnaissent assez peu de légitimité aux médias. Il y a une véritable défiance envers les médias, envers les informations. Il y a un relativisme assez important qui se fait entre toutes les sources d'informations qui peuvent se valoir, selon eux. Il y a des réflexes enfin, on picore énormément l'information quand on est jeune, mais quand on est vieux, c'est à peu près pareil. Il y a certaines catégories âgées qui conservent une habitude de consommation d'informations très régulière, où on achète le journal le matin, où on est abonné, où on écoute religieusement la radio le matin, où on regarde le JT le soir, etc. Mais pour toutes les personnes qui ont aujourd'hui moins de 65 ans, pour faire simple, on picore énormément d'informations et les jeunes ne font pas exception à ça. Donc le niveau d'information des jeunes, en tout cas les habitudes de consommation des jeunes sont assez similaires. Il y a une différence de canaux. Les jeunes privilégient très largement les canaux numériques pour leur information. Extrêmement peu de jeunes qui revendiquent regarder les informations à la télévision, écouter les informations à la radio ou lire les journaux. Même s'ils reconnaissent une plus grosse valeur. En fait, ça pourrait être paradoxal, mais ça l'est pas. Les jeunes considèrent que l'information sur Internet est globalement de moins bonne qualité que l'information qu'on trouve dans les médias traditionnels. Et pourtant, ils consomment davantage Internet que les médias traditionnels, essentiellement pour des questions d'habitude et de support. Et donc voilà. Mais moi, le point sur lequel je peux insister, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de différence radicale dans la consommation et dans le rapport aux médias entre les jeunes et les vieux. D'accord, donc en fait, là, il y a toujours une soif de connaissances, en quelque sorte. Énorme. Et c'est plus le support qui change. Est-ce que tu penses que les nouveaux médias tels que le tien, Acropolis sur Twitch, Jean Massier sur Twitch, est-ce que tu ne penses pas que c'est un côté un peu séduisant et attractif pour les jeunes, parce que tu as quand même ce côté participatif où tu peux parler avec eux, tu peux leur donner des réponses en direct. Est-ce qu'il n'y a pas une véritable volonté de participer? On le voit sur les réseaux sociaux. Si, carrément. Brandy disait. Carrément, il y a une énorme, et Brandy a parfaitement raison, et ça a été constaté par les enquêtes qui ont été faites par la NACEJ, par Génération Quoi, etc. Enfin, toutes ces enquêtes-là qui sont intéressées à l'implication des jeunes ont prouvé une énorme envie d'être impliqués dans la vie de la cité par les jeunes. Et ce que permettent des médias comme Twitch, c'est précisément d'utiliser ce qu'offre Internet, c'est-à-dire l'interaction permanente, et de rajouter cette surcouche-là qui n'existe pas dans les médias traditionnels et qui les rend différemment plus intéressants. Et c'est effectivement ce que je constate depuis 5 ans maintenant que je m'adresse à un public jeune et que je leur parle de politique. C'est une énorme envie de participer, d'être entendu, d'être respecté. Et c'est pour ça que le droit de vote à 16 ans est aussi intéressant, parce que quand tu confies à quelqu'un le droit de vote, tu lui expliques en fait que ce qu'il dit compte, en fait, que c'est pas... que la voix d'un jeune de 16 ans a de l'importance dans le monde dans lequel on vit. Et donc voilà, en tout cas, je constate vraiment ça. C'est vraiment marrant parce que j'ai beaucoup vu, maintenant je suis habitué, mais j'ai beaucoup vu de gens arriver sur ma chaîne pour la première fois en général, généralement interloqués, qui expliquent assez rapidement, qui sont rapidement dans un rejet, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces politiques, qu'est-ce que ça fait sur Twitch, sur Internet, qu'est-ce que c'est que ce truc de vieux, je comprends pas, et puis les politiques sont tous pourris, etc.
Et en fait, au bout d'une demi-heure, une heure sur mon live, quand c'est la première fois, tu te rends compte qu'en fait, ils comprennent au bout d'un moment qu'en fait, ah, mais en fait, ils ont la parole, ah, mais en fait, le streamer, il les écoute. Et du coup, tu vois un switch radical dans la manière de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être dans la réaction à ce qu'ils voient, ils commencent à être dans la discussion. Et du coup, tu as des gens qui, au bout d'une heure sur un live, commencent à discuter, à dire tiens, mais c'est intéressant ce qu'elle dit la députée, moi je suis pas d'accord, etc. Et d'un seul coup, en fait, tu passes de quelqu'un qui est dans une posture de consommateur à qui on ne demande que de réagir de manière virulente en général, à quelqu'un qui en fait s'assoit autour d'une table et se met à discuter. Et ça, tu le sens précisément dans cette posture-là, dans le fait de se mettre à converser simplement. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que ça a créé des vocations? Toi, parmi les gens qui te suivent sur ton chat, est-ce qu'il y en a qui ont finalement saisi la politique à travers l'information, à travers la discussion, et ensuite ont décidé de s'engager concrètement, par exemple, je sais pas, pendant se présenter à des élections, des choses comme ça. Et je poserai aussi la Ouais. question à Brandy pour Non, je suis pas sûr que ça ait créé je suis pas sûr que ça ait créé des vocations. Beaucoup de jeunes arrivent sur ma chaîne suite à des interrogations qu'ils ont sur un mouvement politique à l'instant T. On l'a vu avec Nuit debout au tout début quand j'avais commencé. On l'a vu avec les élections présidentielles en 2017. On l'a vu avec la réforme des retraites, l'affaire Benalla et plus récemment le mouvement des Gilets jaunes. À chaque fois, ce sont des événements politiques marquants pour lesquels voilà, des jeunes s'interrogent. Et pour la première fois de leur vie, ils commencent à se questionner en disant « Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? De quoi ça parle? Je ne comprends pas, etc. » Et c'est en général comme ça qu'ils débarquent. Donc, c'est pas, c'est avec déjà un questionnement sur une actualité politique qui viennent. Ensuite, sur les engagements, moi, j'ai toujours tenu un discours très en retrait. J'ai toujours dit que je n'étais pas là pour inciter les jeunes à voter, par exemple. C'est pas mon enjeu. Je suis pas là pour faire du rabattage vers les urnes. S'ils ne veulent pas voter, c'est pas mon problème. La seule chose que je leur demande, c'est de l'expliquer et d'en débattre et d'en discuter. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est simplement d'intéresser. Donc, l'étape d'après l'engagement, c'est pas un truc qui me regarde vraiment. Voilà. Mais après, j'ai quand même eu des témoignages, oui, de jeunes qui m'ont dit, bah, c'est à force de regarder tes émissions que je me suis intéressé à la politique, donc que je suis rentré dans un parti, ou donc que je me suis présenté aux élections. Donc, il y a eu même plusieurs élus municipaux là en 2020 qui ont été élus parce qu'ils ont découvert mon travail il y a 4 ans, qu'ils sont intéressés, qu'ils ont frappé à la porte d'un parti, qu'ils sont retrouvés sur la liste et hop, ils sont élus. Et il y a les premières générations aussi de diplômés de Sciences Po qui sont rentrés à Sciences Po parce qu'ils ont découvert mon truc, comme c'était il y a 5 ans. Ça y est, maintenant ils sont diplômés. Donc c'est assez mignon. Il y a des bébés Acropolis qui rentrent sur le marché du travail cette année. Donc voilà. on continue la conversation. C'est génial. Super. Et de ton côté, Brandy, est-ce que tu as eu des exemples concrets de personnes qui ont vraiment voulu s'engager et qui ont décidé de se lancer sur une liste pendant les municipales? Toi, tu as été élu, n'est-ce pas? Je suis un exemple concret de ma propre empowerment, Ouais, c'est mais ça, au-delà de ça, hein. il y a aussi la coprésidente de l'association Lorraine qui a aussi été élue à Fos. Il y a plusieurs membres de l'association qui ont été membres d'une liste et certains élus. Euh, mais moi, ce qui me touche vraiment, ce sont beaucoup de membres, beaucoup de jeunes qu'on est partis voir dans des lycées qui, au final, se sont engagés, et surtout au niveau associatif. Un certain nombre ont rejoint Cité des Chances et donc sont venus grossir nos rangs. Et un autre nombre de personnes sont parties dans des associations étudiantes, type UNEF, type bah, la FAGE ou tout ce que vous voulez. Mais ça a déjà un premier levier. Et beaucoup de personnes se sont dit, OK, c'est possible. Et hier, justement, nous, on a un documentaire sur notre simulation parlementaire de l'année dernière. J'ai regardé hier soir et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de jeunes se sont dit, en fait, on comprend que le métier de député, c'est pas juste voter, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière. Et puis, voilà. Et en comprenant ce qui se passe réellement dans l'Assemblée, et ben, elles se disent, OK, moi, ce rôle-là me plairait, celui-là me plairait beaucoup moins. Une personne hésitait beaucoup à vouloir faire du journalisme et en simulant un peu ce qu'est le rôle du journaliste à la simulation parlementaire, a mis ça sur Parcoursup. Et aujourd'hui, elle est en école de journalisme. Donc, même si ça passe, ça pas, comment dire, c'est quelque chose c'est sur du long terme. C'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais il y a des clics qui s'est fait dans la tête des gens, dans leur mentalité, ils se disent, OK, avant c'était fermé, aujourd'hui, je peux l'ouvrir si je veux. Cette porte-là, je peux y aller si je veux. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire et qui fonctionne vraiment bien. Finalement, on voit que le dialogue, la discussion, l'échange, c'est vraiment quelque chose de très comment dire, positif et qui peut vraiment amener sur
sur des changements radicaux presque de posture par rapport à quelqu'un qui est parfaitement désintéressé de la politique et qui décide de se lancer, d'aller à Sciences Po, comme de raconter Jean, ou encore de s'inscrire enfin, de se présenter sur une liste pour les municipales. Je voulais avoir un peu un retour de Samuel, si Samuel nous entend. Samuel, toi, l'échange, le dialogue, c'est un peu au cœur de ton projet. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais et comment tu fais évoluer ton travail, ton engagement et l'engagement des personnes qui ont fondé ou qui sont au sein de Coexister? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai cofondé Coexister il y a 12 ans maintenant. Alors, c'est particulier parce que le mouvement Coexister est très démocratique, donc ça rejoint un peu les questions qu'on se pose sur le droit de vote. Donc j'ai quitté la gouvernance de Coexister il y a 5 ans déjà, en octobre 2015. Donc je suis devenu membre actif, mais je ne suis plus ni dans les bureaux, au conseil d'administration. Et aujourd'hui, c'est Radia Bakouche qui préside le mouvement. Mais je peux quand même vous en parler puisque ça fait un certain temps que j'y suis et qu'on vit toutes ces questions. En fait, pour nous, ce qui nous touche sur la question de la responsabilité, c'est que quand on a déployé le modèle Coexister partout en France, beaucoup nous demandaient comment vous avez fait pour utiliser un vieux modèle qui est les sections de terrain, c'est-à-dire un peu héritier du syndicalisme, mais aussi du mouvement de l'éducation populaire, type scout ou UCPA, alors qu'aujourd'hui, la mode est vachement plus à l'appartenance liquide, des mouvements hyper horizontaux, souvent sur Internet, etc. Et en fait, pour moi, il y avait 2 explications à ça. La première, c'est que je pense que ça correspondait très fortement à un besoin de se parler, de dialoguer, surtout sur le sujet que Coexister a investi, qui est celui de l'interconvictionnel, donc entre jeunes, juifs, chrétiens, musulmans, athées, pouvoir parler de nos convictions religieuses ou religieuses, voir comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans un cadre laïque, militer pour la laïcité, etc. C'est des sujets qui sont extrêmement bouillants, qui créent beaucoup de violence et de tension dans la société, donc réussir à en parler dans un cadre éducatif, chaque groupe Coexister, il faut imaginer que c'est quand même 40 soirées par an. Donc, quand on rentre dans un groupe, on va se taper 40 soirées, on va parler de ces questions-là, il vaut mieux que le cadre soit de confiance. Donc, je pense que ça répondait à un besoin, on venait apporter ce cadre. Mais je pense qu'il y a une deuxième vraie raison, et c'est pour ça que je soutiens résolument la proposition du droit de vote à 16 ans. La deuxième raison, c'est qu'on a construit Coexister de manière à ce que n'importe quel membre y prenne du pouvoir. Et ça, c'est dans l'ADN structurel du mouvement, c'est que j'adhère à Coexister, j'ai tout de suite la possibilité de voter pour avoir un membre au CA pour mon groupe local. Donc, j'ai directement accès au CA de l'association et le CA contrôle tout, y compris la présidence du mouvement, la modification des statuts, la capacité à ce qu'il y ait une rotation, une alternance des dirigeants et des dirigeantes. Et ça a permis à beaucoup de bénévoles de s'engager profondément. Quand on fait une mesure d'impact auprès de nos membres sur pourquoi, en tant que bénévole, tu vas t'engager 10 heures par semaine sur un sujet qui est difficile, etc., quelle va être la rétribution du militantisme? Alors, on voit que le premier point dans notre mesure d'impact, c'est j'ai trouvé un espace où je peux être complètement moi-même, juif, chrétien, musulman, athée, parler de mon intimité, tout en étant connecté à des gens différents. Parce que d'habitude, pour être complètement moi-même, il faut que je rentre dans ma communauté, donc il faut que je me replie sur ma sphère de sécurité. Donc là, ça, c'est le premier besoin dans la mesure d'impact, c'est je suis moi-même avec les autres. Mais en fait, la deuxième raison, donc ça reconnecte encore au droit de vote, c'est un mouvement où j'ai du pouvoir, où j'ai des responsabilités. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'il y a cette distinction très connue entre les mouvements de jeunesse et les mouvements de jeunes. Les mouvements de jeunesse, c'est des mouvements qui sont au service de la jeunesse, mais pas forcément dirigés par des jeunes, les scoutismes en particulier. Les mouvements de jeunes, c'est des mouvements au service de la jeunesse, dirigés par les jeunes. En France, il y a une plateforme qui s'appelle le Forum français de la jeunesse, qui rassemble ces mouvements de jeunes, dirigés par les jeunes. Et aujourd'hui, c'est des mouvements qui se portent bien. Le MRJC, la JOC, l'UNEF, c'est des mouvements qui ont encore un membership traditionnel, je dirais, avec un ancrage territorial, ce qui est un peu de plus en plus rare sur les questions climatiques, par exemple. Et je crois que la raison de ce sentiment d'appartenance fort, c'est vraiment la place dans le pouvoir. Est-ce que je peux prendre des responsabilités et je peux voter? Très intéressant, effectivement, comme constat. J'en profite parce qu'on a quelqu'un de l'UNEF qui est autour de cette table ronde, qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour Lou, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu partages le constat de Samuel, notamment sur l'implication des jeunes et la volonté de participer de manière très concrète aux décisions? Toi qui viens d'une organisation, disons, un tout petit peu plus traditionnelle, qui relève plutôt du syndicalisme étudiant, comment tu perçois ça et comment l'UNEF s'adapte et arrive à répondre à ce nouveau paradigme et cette nouvelle volonté des jeunes de peut-être participer davantage à la prise de décision et dans la hiérarchie en fait, des mouvements? Bon, alors déjà, moi sur ce qui a pu être dit par Brandy ou Jean, on ne peut être que tout à fait d'accord. Je pense que la jeunesse s'engage, les chiffres le prouvent, on a très régulièrement des études avec
qui nous montre un peu l'engagement des jeunes, de la jeunesse. Alors bien sûr, c'est difficile de dire jeune ou jeunesse parce que c'est quand même un milieu très hétérogène. Il y a quand même il y a des fractures sociales qui existent dans ce corps, mais il y a quand même un fort engagement. Il y a un tiers des jeunes qui s'engagent associativement, etc. Donc l'engagement est là. La volonté de s'engager est là aussi. Et je rejoins vraiment à 100% de ce que dit Samuel. En fait, le constat, l'analyse aussi sur la différence entre les nouveaux mouvements qui sont peut-être plus horizontaux, effectivement plus dématérialisés aussi, je dirais, parce que tout se passe beaucoup de choses se passent par le numérique, par les réseaux sociaux, aux mouvements et aux associations plus traditionnelles. Et effectivement, même si ces mouvements ou ces associations plus traditionnelles, comme par exemple peut l'être l'UNEF, parce qu'effectivement, on a une implication territoriale très forte, se base d'une part dans effectivement l'implication des membres, des adhérents, des militants et des militantes qui sont dans l'organisation et qui peuvent avoir une place dans la prise de décision interne et qui peuvent être acteurs de l'organisation, c'est ce que vient de dire Samuel, mais aussi des buts et de l'objet de l'association. Et c'est vrai que parfois, l'implication de terrain, le besoin de terrain, comme par exemple, on peut l'avoir au sein des associations étudiantes, que ce soit l'UNEF ou les autres organisations et associations étudiantes, est réel puisque c'est par le biais du terrain qu'on peut essayer, en fonction du but de l'association, d'être acteur de son environnement. Dans le cas de l'UNEF, on est acteur et actrice de notre environnement parce qu'on informe les étudiants et les étudiantes, on les défend, on organise des actions de solidarité sur les campus, etc. Et donc, effectivement, c'est sur les campus que se base cela. Et donc, effectivement, l'action de terrain est là. Et l'UNEF, c'est une association, c'est une organisation qui est assez particulière parce qu'elle permet aussi d'impliquer directement ses adhérents, ses militants et ses militantes dans la vie démocratique, directement dans la vie démocratique universitaire, dans la vie démocratique des Crous, donc les organismes qui gèrent les œuvres sociales et les œuvres universitaires. Et donc, comme ces organisations comme l'UNEF peuvent avoir des élus et peuvent être acteurs de la prise de décision, alors bien sûr, toute proportion gardée, parce que parfois, et c'est ça aussi qui fait la formation, qui éduque à la vie publique, qui éduque à la prise de décision, qui éduque au sens politique, c'est que parfois, eh bien, la démocratie au sein des universités, par exemple, ne va pas dans le sens des étudiants. Et donc, c'est là où l'on doit pouvoir porter haut des idées, que ce soit à l'échelle locale, et donc, dans le cas de l'UNEF, à l'échelle nationale aussi, parce qu'on peut très bien interagir avec la gouvernance d'une université à l'échelle locale quand il y a un problème local. On peut très bien aider directement un étudiant ou une étudiante directement, et on peut aussi porter des revendications en allant directement interagir avec, par exemple, des députés à l'échelle nationale. Et c'est ce qu'on fait parce que l'UNEF est aussi en soutien de cette proposition de loi et donc de cette pétition pour le droit de vote à 16 ans. Et donc, ça rejoint vraiment ça. Et la plupart des gens Excuse-moi, Lou, je suis désolé de te couper parce qu'il y a des commentaires, je crois, moitié racistes, moitié sexistes dans le commentaire maintenant. Et je ne suis pas animateur, je voudrais juste qu'il y ait un modérateur tout de suite pour éviter que ça continue de se propager. Est-ce qu'il y a un modérateur ou une modératrice qui peut juste supprimer La personne a été bannie du webinaire immédiatement. Merci beaucoup, super, désolé d'avoir interrompu. Et donc, je disais que justement, les organisations comme l'UNEF peuvent aussi jouer un rôle, mais comme coexister, peuvent jouer un rôle vraiment d'éducation populaire, dans le sens où les gens qui intègrent ce genre d'organisation, c'est parfois des gens qui ne sont pas du tout à la base, j'allais dire le mot convaincu, mais c'est pas convaincu, mais pas forcément formés à cette question-là. Ils peuvent arriver au sein de l'UNEF, par exemple, parce qu'ils ont un problème. Simplement, l'UNEF les a aidés, ils connaissent, ils ont connu l'organisation sur les réseaux sociaux, ils commencent à intégrer. Et effectivement, comme il y a directement un poids de la personne dans l'organisation, eh bien, ça donne envie de s'engager, d'essayer d'aider les autres à la manière dont on a été aidé. Et c'est là où, ce genre d'organisation et ce genre d'engagement ont tout son sens aussi. Oui, effectivement, c'est assez intéressant. Donc, on a beaucoup parlé de comment s'engager, comment donner envie aux jeunes de participer, de s'informer, comment intégrer en fait les jeunes à la prise de décision éventuellement. Mais parlons plutôt de la prise de décision et plus particulièrement des politiques publiques qui concernent aujourd'hui les jeunes. Que fait-on aujourd'hui pour les jeunes ?
J'aurais bien aimé qu'on parle du statut étudiant, du RSA jeune. Quelles sont les propositions qui pourraient concrètement être faites pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir aujourd'hui un filet de sécurité qui leur permette finalement de choisir sans trop se poser de questions et sans se mettre en difficulté. Alors, si Paola est encore parmi nous, je voudrais bien que tu nous présentes un peu les propositions qui ont été avancées au sein de Nous Demain, notamment sur ces questions-là. Je crois qu'il y avait 2-3 choses dont tu voulais peut-être nous parler et tu as la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, donc nous, on a tout de suite identifié, dès l'organisation du jour d'après, qui était cette grande consultation qu'on a fait pendant le confinement, le risque et les problématiques auxquelles allait être confrontée la jeunesse après cette crise sanitaire. Donc, c'est évidemment un chômage important et c'est des difficultés pour pouvoir avoir un premier travail, pour pouvoir se lancer dans un projet personnel et pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc évidemment, ça amène, on parle beaucoup aujourd'hui de ce concept d'éco-anxiété dont souffre la jeunesse. Donc ça amène des émotions et des états d'esprit qui ne sont pas nécessairement à même de se construire en tant que personne, qui sont pas qui ne permettent pas aux jeunes de s'épanouir, mais ça amène évidemment beaucoup de difficultés aussi économiques et sociales très concrètes. Donc nous, on a proposé, comme l'ont fait d'autres acteurs aussi, le fait d'élargir le RSA aux 18-25 ans, c'est pas possible, c'est presque aujourd'hui une discrimination qu'on fait envers les jeunes, que ces jeunes n'aient pas accès aux minima sociaux. C'est plus possible qu'on puisse accepter cela. Donc, nous, on l'a porté au sein du jour d'après, on l'a porté avec notre groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Et là, on va le porter dans le cadre des discussions budgétaires à venir. Et en fait, on le voit même comme juste un premier pas pour après aller vers un revenu universel qui soit beaucoup plus automatique et beaucoup plus généralisé et qui permettent à chacun de choisir son parcours de façon un peu plus libre et plus autonome. Le revenu universel, il y a énormément de dispositions et d'approches différentes qu'on peut avoir sur cette question, donc ça demande un peu plus de réflexion et de débat sociétal, mais cette mesure du RSA, il faut qu'on la déclenche tout de suite. Merci Paola. Je voulais demander à Jean, lui qui a l'habitude de discuter avec sa communauté tous les jours, est-ce que ton chat, les membres de ta communauté, te font part un peu de leurs difficultés au quotidien en tant que jeune pour accéder au marché de l'emploi, pour pouvoir avoir des revenus, pour pouvoir étudier, et quelles sont, s'il y en a, que tu as pu relever, leurs revendications aujourd'hui très concrètement? Est-ce qu'il y a une espèce de discussion qui se fait Honnêtement, là-dessus non. sur ta chaîne? Non, Honnêtement, non. Déjà parce que j'ai pas créé la chaîne pour en faire une espèce de discussion sur des problématiques spécifiquement jeunes. Et d'autre part parce que non, parce que les conversations sur ma chaîne se font davantage sur le commentaire d'actualité politique nationale. Qui n'est pas spécifiquement pour les jeunes. Ça m'arrive quand même de leur poser la question, on se dit, bon, en fait, d'ailleurs, vous en êtes où là en ce moment, par exemple, rentrée universitaire, quand on entend un ministre en parler, je leur demande, en fait, là, vous en êtes où, vous, c'est la galère. Évidemment, ils disent tous oui, parce que c'est l'enfer et qu'ils ne savent pas où ils vont, etc. Donc, c'est complexe, mais il n'y a pas vraiment de… Je ne saurais pas te dire quelles sont les revendications ou les questionnements spécifiques des jeunes actuellement. Je pense que des organisations de jeunesse qu'on a créées, quand j'avais participé à la création du Forum français de la jeunesse, c'était une des choses qu'on avait voulu faire à l'époque avec la JOC, le MRJC, l'IMAFAC, etc. C'était précisément de permettre un espace d'expression des jeunes sur leurs problématiques, qu'elles soient matérielles, et ça c'est plutôt le syndicalisme étudiant qui s'en occupe, mais qu'elles soient aussi plus politiques, civiques, et ça c'est plutôt les associations de jeunesse qui s'en occupent. Il y a des organisations de jeunesse dont c'est le taf de précisément essayer d'exprimer ça, le mettre en ordre et le promouvoir. Et tu vois, pour le coup, c'est pas pour prêcher contre ma paroisse, mais je suis pas persuadé que ce soit nécessairement. Enfin, il faut pas forcément voir dans Internet l'alpha et l'oméga de la résolution de tous les problèmes. Et je pense qu'une bonne vieille organisation de jeunesse à la papa, ça marche très très bien en fait pour faire remonter du terrain des réflexions des jeunes, des revendications, etc.
Donc voilà. Plus précisément, donc du coup, ceux qui sont sur le terrain, et là je pense plus particulièrement à Lou, à Brandy, mais aussi à Samuel, quels sont, donc soit dans l'ordre, ou soit Lou, Samuel, ou peu importe, Brandy, le premier qui souhaite parler pour répondre à cette question, quelles sont pour vous les priorités, si vous pouvez par exemple en citer 3, des jeunes aujourd'hui et leurs inquiétudes principales? Qui veut prendre la parole parmi vous? Je tente. Ouais, vas-y. Pour moi, bon, il y a beaucoup d'enquêtes sur le sujet là-dessus, donc j'espère que je peux influencer par des lectures, mais je pars aussi de l'observation de terrain. Je pense que bien sûr, aujourd'hui, la priorité de revendication, elle est clairement climatique, à la fois par conscience politique, mais aussi par conscience de l'état d'urgence, de la rapidité de la transformation des phénomènes, beaucoup plus rapide que prévu, par la volonté de survivre, etc. Donc je pense que ça, c'est la priorité des priorités. C'est devenu tout sauf une variable d'ajustement. C'est la variable à laquelle on s'ajuste, c'est l'inverse. Et c'est vrai en France, c'est vrai à l'échelle mondiale. Dès qu'il y a une enquête sur la génération X, Y ou Z, pardon, donc les deux dernières, c'est toujours ça qui ressort en premier. Mon deuxième sentiment, c'est qu'il y a une revendication pour l'égalité qui a monté d'un cran de manière ultra saine, parce que on est sorti de l'arnaque, c'est-à-dire qu'il y a toute une égalité théorique qui ne dupe plus aucun jeune, face auquel il y a une volonté d'avoir une vraie égalité vérifiable, donc qui se vérifie sur le logement, sur la mobilité, sur le travail, sur la façon dont on peut même utiliser la rue. Je pense au collage féminicide, par exemple, c'est aller dans l'égalité réelle jusqu'au bout de là où elle peut se jouer. Et donc, il y a cette égalité réelle qui est attendue, mais en plus avec une perspective intersectionnelle, de voir que les inégalités sont multiples, qu'il faut les prendre de manière cumulée les unes avec les autres. Donc, il y a parfois ce stéréotype de la génération précédente sur la nôtre, selon laquelle la lutte des classes aurait été remplacée par une autre lutte. Alors, on entend parfois la lutte des races, mais ils sont les seuls à évoquer ça. Il n'y a personne qui évoque ça chez les Y, ni chez les Z. En tout cas, ce qui est sûr dans ce malentendu, cette incompréhension, c'est que la lutte des classes ne suffit pas à être le seul prisme de lecture du combat pour l'égalité. Il y en a d'autres qui ne se sont pas substitués à la lutte des classes, mais qui sont simplement venus augmenter, remplir. Déjà, Bourdieu avait un peu rajouté 3 ou 4 perspectives à la lutte des classes, et en fait, Kimberlé Crenshaw en ajoute une vingtaine d'autres, quoi. Ça, je pense, c'est la deuxième. Et la troisième, puisque tu en as demandé 3, là, c'est peut-être mon prisme de lecture, et moi, j'entends beaucoup la question du lien social en tant que relation bienveillante, empathique, ce qui s'appelle la fraternité dans la devise, qui s'appellera un jour la Delphité en République, si on lit Régine Sénac, puisque la fraternité, elle a souvent exclu. Elle a exclu les jeunes, elle a exclu les femmes, elle a exclu les colonisés, elle a exclu les racisés, etc. Donc, en substance, la fraternité, c'est ce qu'il nous faut, mais le terme aussi, il recouvre une ambiguïté. Et je pense que ce besoin-là de lien social, il est à la fois indispensable, c'est le combat de notre vie avec coexister. Il ne peut pas exister sans égalité, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être en lien si on n'est pas en égalité? Il n'y a pas de paix sans justice. Et en même temps, il correspond à une attente profonde que d'avoir une société bienveillante, pas d'un point de vue béat, de « ah, on s'aime tous », mais vraiment d'un point de vue de l'a priori favorable, de la capacité à en voir dans notre alter ego un partenaire, un compagnon, une compagnonne de lutte, plutôt qu'un adversaire. Si je peux prendre la parole. Oui, vas-y, je t'en prie, Brandy. Ouais. Tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Samuel sur le fond. Les priorités sont celles qu'il a énoncées. Moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la participation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire un monde qui correspond à tout le monde si tout le monde ne participe pas à la création de ce monde-là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont exclues ou s'auto-excluent de la citoyenneté, de la démocratie, parce que voilà, je ne suis pas légitime. Et on l'a vu la semaine dernière avec la séquence avec la responsable de l'UNEF qui, symboliquement, est très fort. C'est-à-dire, je ne t'accepte pas, je n'accepte pas ton avis, alors je sors. Et ça, c'est quelque chose de très fort, hein, on t'exclut. Et donc, il faut vraiment de l'inclusion démocratique pour tout le monde, peu importe qui tu es, d'où tu viens, etc. Non, tu es français, tu peux t'exprimer. Et aujourd'hui, et c'est dans un des commentaires qui a été dit juste avant, et très important, c'est qu'il faut inclure la jeunesse. Typiquement, pour être très, très concret, moi, aujourd'hui, je suis conseiller municipal, et le problème que j'ai, c'est qu'il y a des commissions qui sont à midi. Mais si je suis étudiant, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je ne vais pas aller aux commissions.
j'ai préparé le conseil municipal. Et en fait, au-delà de la variable argent, pardon, comme le revenu universel qu'a dit Paola, qu'il faut justement combler, c'est-à-dire, voilà, maintenant, si j'ai des revenus suffisants, je peux aussi m'occuper d'autres sujets. Mais il y a aussi la variable temps, c'est-à-dire, il faut aussi dégager du temps pour la citoyenneté dans la semaine de quelqu'un. C'est-à-dire que si tous les jours, je fais du 9h, 18h, où est-ce que j'ai le temps, en fait, de m'occuper de la vie de la cité, de m'occuper de la vie de la ville, de mon département, de ma région, de mon pays. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel, pour moi, c'est une priorité, dégager du temps et, entre guillemets, de l'argent pour que les gens puissent pleinement vivre leur citoyenneté. Ouais, c'est un point assez intéressant. Lou, si tu veux bien aussi nous faire part de ton… Ce sera difficile de faire plus complète les deux réponses qui ont déjà été faites, mais donc du coup, moi, je vais peut-être axer un peu plus sur le prisme étudiant et étudiante aussi, tout le milieu des jeunes en formation. Et c'est vrai que je pense que pour pouvoir s'engager, le premier levier, c'est déjà permettre aux jeunes de s'engager. Et à l'heure actuelle, et on l'a vu avec les conséquences dramatiques de la crise sanitaire et donc de la crise sociale que l'on subit cette année, ça a mis en exergue quand même certains points, des chiffres très impressionnant sur, déjà au moment du confinement, quand il y a presque 3 millions d'étudiants qui sont retournés chez eux, et ceux qui ne pouvaient pas retourner chez eux, 10% à peu près, en fait, étaient des personnes qui étaient en rupture familiale et donc qui avaient le plus besoin de soutien, mais qui étaient aussi le plus isolées. Et donc, on revient directement sur ce qu'a dit Samuel au niveau de l'inclusion, de la solidarité, etc. En fait, ce qui manque globalement pour les jeunes en formation, c'est un statut protecteur, c'est un statut d'étudiant, un statut de jeune en formation. Et ça peut s'appuyer sur, tu demandais 3 points, du coup je vais quand même t'en donner un peu plus, je vais t'en donner 4, mais assez brièvement, c'est pouvoir se loger. Et pas simplement avoir un logement insalubre, une petite chambre de bonne de 9 mètres carrés. Voilà, non, c'est pouvoir avoir assez de logements à destination des étudiants et des étudiantes, des logements Crous et autres, des logements qui soient dans des normes de salubrité, dans des normes d'efficacité énergétique aussi, et on rejoint là l'aspiration à bâtir une société résiliente face à la crise environnementale, aux multiples crises environnementales dans lesquelles nous sommes déjà. C'est un droit au bien-être, à se nourrir avec de l'alimentation de qualité. Parfois, la nourriture, c'est un poste de dépense qui est très important chez les jeunes, chez les étudiants, et donc c'est pouvoir avoir accès directement sur les campus et avoir aussi des facilitations financières pour pouvoir se nourrir avec de l'alimentation bio, de proximité, de qualité, etc. etc. C'est avoir une unification des tarifs sur l'échelle nationale au niveau des Crous, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les revendications là-dessus, mais en troisième point, on peut aussi avoir le droit à la mobilité, parce que sans mobilité, il n'y a pas de lien social, et la mobilité est à partir du moment où on doit pouvoir se déplacer au-delà d'un simple périmètre urbain, à partir du moment où on veut aussi pouvoir faire ses études à l'autre bout de la France, pourquoi pas à l'autre bout du monde, il faut pouvoir développer un vrai droit aux mobilités chez les jeunes en formation. À la mobilité propre, la mobilité résiliente aussi, encore une fois, on en revient toujours à cette question environnementale. Et puis, un droit à l'autonomie. Et c'est là où on passe effectivement à l'autonomie financière. Quand on sait qu'un étudiant ou une étudiante sur 2 est obligé de se salarier pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir d'autres choses que des études dans sa vie. Et quand on sait également que la première cause d'échec chez les étudiants et chez les étudiantes, c'est justement le salariat étudiant, c'est là où il faut réellement un droit à l'autonomie. Et on revient à ce que disait Paola tout à l'heure, c'est le RSA. Le RSA, un vrai, parce qu'il existe actuellement un semi-RSA jeune de 18 à 25 ans, mais il faut justifier de 3 ans d'expérience professionnelle avant. Enfin bon, pour des jeunes qui sont encore en formation initiale, c'est pas possible. Et donc, il faut effectivement un vrai RSA jeune qui soit ouvert pour pouvoir subvenir vraiment aux besoins des jeunes qui parfois ont des aléas dans la vie, pouvoir avoir quelque chose qui vient en bouée de secours et arrêter cette rengaine de solidarité familiale. De toute manière, les jeunes, ils sont nourris par leur famille, etc. Ça, c'est un écran de fumée, ça cache beaucoup de choses et ça cache notamment une chose principale qui est que, en fait, les personnes les plus modestes
sont aussi ceux qui ont le moins de solidarité familiale. Et donc, encore une fois, on en revient à une fracture sociale terrible, à des inégalités, etc., qu'il faut pouvoir combler. Et donc, une allocation de formation là-dessus peut vraiment aussi aider les choses, quoi. Merci beaucoup, merci à tous les 5. On va échanger avec les personnes qui nous suivent aussi, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées, que j'ai gardées au fur et à mesure, parce qu'il y a un temps qui était réservé à la fin de vos échanges pour pouvoir interagir avec ceux et celles qui nous suivent. Juste avant, je vous pose une petite question à tous les 5, auxquelles vous pourrez répondre, si vous voulez, après avoir répondu aux questions des participants et des participantes. Que revêt pour vous, auprès des jeunes, la notion d'intérêt général aujourd'hui? Donc voilà, vous avez le temps des questions pour y réfléchir. Et si vous voulez qu'on échange là-dessus à la fin, peut-être que ce sera votre conclusion. Et je vais tout de suite prendre les questions pour commencer. Alors, il y a une première question qui s'adressait plus particulièrement, je pense, à Paola, qui est une personne qui nous dit dans le chat qui souhaiterait effectivement, qu'il ou elle, pardon, souhaiterait, c'est une personne qui n'a pas donné son nom, donc je ne sais pas, qui souhaiterait que le vote se fasse à partir de 16 ans, mais qui doute que tout le monde voterait vraiment de manière très sérieuse. Qu'en penses-tu, Paola? C'est marrant parce que dans les échanges avec les jeunes, on nous répétait chaque fois une phrase qui est très parlante, qui est on sera sérieux quand vous nous prendrez au sérieux. Et donc, c'est cette idée de dire si on les responsabilise, si on leur fait confiance, alors ils feront les choses sérieusement. Et moi, ça, j'y crois vraiment. On dit aujourd'hui que la démocratie est en crise, évidemment, qu'il n'y a plus de lien de confiance entre les citoyens et les responsables politiques. Mais la confiance, ce n'est pas une question unilatérale, c'est une relation qui dans les deux sens. Donc, avant de demander la confiance, il faut faire confiance. Je crois que c'est la seule façon de débloquer voilà, la crise démocratique dans laquelle on se trouve. Et bon, ça a été un peu dit au début, mais voilà, ce que les jeunes aussi nous disaient, c'est nous, on veut le droit de vote, mais on veut aussi avoir une initiation à la citoyenneté beaucoup plus riche dans les lycées, ce qui nous permettrait de développer une pensée politique autonome, libre et autonome. Et donc, on parlait beaucoup des cours d'EMC, enseignement moral et civique, qui aujourd'hui servent plus à combler les programmes d'histoire géo qui sont trop riches, et donc les heures dépassent sur ces cours-là. Voilà, ces cours-là aujourd'hui ne sont pas assez pris au sérieux. Si on avait le droit de vote et si dans ces cours, par exemple, avant les élections, on faisait un travail de comparatif des programmes, un travail de débat entre élèves, un travail de simulation de vote pour comprendre la procédure, pour comprendre l'impact, etc. Je crois que ça amènerait au sérieux aussi, à la prise en compte de cette nouvelle responsabilité. On avait échangé rapidement avec le maire le plus jeune de France, donc il y a 19 ans, et lui disait, un peu comme ce que nous raconte Brandy, que en fait, rien de tout ce qui lui a permis de devenir maire, il l'a appris au lycée. Il ne savait pas, au lycée, personne ne lui a expliqué ce que sont les compétences d'un maire, à quoi ça sert un maire, comment candidater, comment participer de cette vie politique. Tout ça, il a dû l'apprendre par ailleurs, de par son propre effort, sa propre initiative. Il a dû chercher les associations, les parrains ou marraines qui allaient lui transmettre ce savoir. Mais tout ça, il faut qu'on arrive à le transmettre au niveau de l'école, au niveau des lycées. Oui, en effet. Et ça va dans le sens d'une autre question qui nous a été posée, une question qui a été posée par Erwan, qui demande comment peut-on en fait inclure les jeunes alors qu'on constate aujourd'hui qu'ils désertent un peu les urnes et qu'ils ne répondent pas forcément, qu'ils ne prennent pas forcément part dans les consultations citoyennes. Et je crois que Brandy avait envie de répondre à cette question. Oui, d'abord, juste pour revenir très rapidement sur ce qu'a dit Paola juste avant. Paola, si tu veux on peut faire un projet de loi ensemble et on fait en sorte qu'il y ait un parcours citoyen au lycée. Et ça va ensemble, là. Il faut que ça aille ensemble. Donc, on voit ça. Et pour répondre à la question, pour moi, il faut aller vers les jeunes.
C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des consultations, il y a des votes, etc. Il faut que ce soit les jeunes qui se déplacent et qui fassent l'effort, en fait. Et en fait, si on refait ça, c'est le même syndrome que ce que moi j'ai vécu, que ce que le maire le plus jeune de France a vécu. C'est-à-dire devoir aller chercher l'information, et il ne faut pas qu'on soit des exceptions. Il faut que ce soit la norme et que l'information vienne à nous. De la même manière, on va faire en sorte qu'au lycée, il y a une sorte de formation ou de parcours citoyen. Ça veut dire qu'on ramène la citoyenneté vers les jeunes. Il faut aussi faire en sorte que ce soit le cas partout. C'est-à-dire s'il y a une sorte de consultation dans la ville pour X ou Y sujet, et ben, il faut aller vers les jeunes. Moi, pendant ma campagne, on faisait des cafés au plus près des habitants autour du café. Donc, on les invitait. Voilà, le samedi, il y aura un café citoyen. On parlera de vos sujets, de tel sujet. Et ils venaient. Mais si je faisais une grande réunion publique où je disais, venez et on parlera, ça n'aurait pas fonctionné. Aujourd'hui, il faut faire du très local et d'aller vers les gens, en fait. Il faut aller vers les gens, il faut avoir presque cet amour, en fait, de les écouter, cet amour d'échanger avec eux. Et aujourd'hui, si ça ne se fait pas, en fait, c'est normal que les gens ne s'intéressent pas. Aujourd'hui, il y a une sorte de repli vers la sphère privée. Et donc, il faut aller chercher dans cette sphère privée-là pour les intéresser au public, sinon ça ne fonctionnera pas, selon moi. Alors, on a Fabrice dans le chat qui nous parle, au-delà de la question du sérieux qui a été abordé plutôt sur le vote à 16 ans, qui nous parle plus de la maturité et peut-être de la nécessité d'avoir les connaissances suffisantes pour vraiment pouvoir choisir et voter de manière libre et éclairée. Est-ce que quelqu'un à l'âge de 16 ans naturellement, est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à Fabrice là-dessus? Ouais, moi je suis assez motivé. Excuse-moi, mais Samuel. Vas-y, je t'en prie. En fait, moi, il y a une idée, il y a vraiment une idée qu'il faut combattre vraiment. C'est l'idée selon laquelle il existe des votes qui sont plus intelligents que d'autres, selon laquelle il y a des votes qui sont plus matures, qui seraient mieux renseignés, etc. Il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir ce que c'est qu'un vote en démocratie. Un vote en démocratie, c'est pas l'expression d'une connaissance, c'est l'expression d'une volonté. Il n'y a pas de volonté supérieure à une autre en démocratie. Le principe d'égalité de tous devant la loi, devant l'urne, en fait, est extrêmement importante. Le vote d'un prix Nobel et le vote de ma grand-mère ont exactement la même valeur. Non pas que ma grand-mère soit aussi intelligente qu'un prix Nobel, c'est simplement que sa volonté à elle, elle veut que le pays aille plutôt dans cette direction, n'est pas supérieur ni inférieur à la volonté d'un prix Nobel que le pays aille dans une autre direction. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier, parce que l'idée selon laquelle donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans, ce serait abaisser la qualité du vote global avec une dilution plus importante vers des jeunes que l'on supposerait moins intelligents que des vieux. Vraiment, ça, c'est très, très important, parce que c'est le meilleur moyen. Par exemple, la question de l'exclusion de certaines catégories de la population au motif d'une méconnaissance du vote, c'est exactement comme ça qu'on a exclu les pauvres du vote. Pendant très longtemps, pendant un bout du 19e siècle, c'était le vrai argument était là. C'est dire, on va quand même pas laisser les gens cons voter, mais les gens cons, ce sont les pauvres. Ça a été très très longtemps ça. C'est exactement l'argument qui est utilisé par Bolsonaro au Brésil pour que les populations aborigènes ne puissent pas voter. Il a inventé le permis de voter. Il vérifie le taux d'alphabétisme en disant, les gens qui ne savent pas lire et écrire, en fait, on va pas les laisser voter. Oui, mais ceux qui ne savent pas lire et écrire, c'est les populations aborigènes. Dire qu'il y a des votes qui sont moins importants que d'autres, c'est vouloir exclure les Kanaks du vote en Nouvelle-Calédonie. Donc cette idée-là, vraiment de la maturité du jeune de 16 ans pour exprimer son vote n'en est pas une. Et je trouve ça vraiment important d'appuyer là-dessus pour justement ne pas rentrer dans ce débat qui malheureusement est un peu perfide de ouais, mais à 16 ans, on n'est pas assez intelligent pour voter. Bien sûr que si, encore une fois, c'est pas une expression d'intelligence, le vote. Moi, je voulais ajouter oui, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Paola. Ça en reviendrait à faire un nouveau, rétablir en fait le vote capacitaire. Pardon, à toi Samuel. Oui, et Paula aussi, tu voulais prendre la parole, j'ai vu. Juste parce que je voulais compléter sur ce même argument une petite phrase. C'est exactement le même argument qui avait été utilisé aussi quand on voulait donner le droit de vote aux femmes. Bien sûr. Disait, elles auront un vote d'influence, c'est-à-dire elles vont voter comme leur mari. Aujourd'hui, on dit les jeunes auront un vote d'influence, c'est-à-dire qu'ils vont voter comme leurs parents. C'est exactement les mêmes raisonnements. Oui, moi je partage exactement cette idée dont on ne peut pas imaginer qu'il y a un argument de différence d'intelligence ou de maturité pour voter, ça c'est clair. Et en plus, je voudrais rajouter le fait que même si quelqu'un rentrait dans ce prisme absolument dangereux pour le fondement de la démocratie, reste encore à prouver
qu'à 16 ans, il y a une carence de maturité par rapport à 18. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais aussi évoquer, parce qu'en plus de dire que ce n'est pas un argument pour justifier, il faut quand même, par ailleurs, dans une relation sociale, pas pour le vote, mais pour le social, briser cette idée qu'à 16 ans, on est un gamin. Là, moi, mon témoignage personnel là-dessus, c'est que j'ai cofondé Coexister à 16 ans avec une team qui avait que 16 ans. Aujourd'hui, le mouvement Coexister, il a 18 salariés, 3000 membres, etc. Quand on avait 16 ans, tout le monde nous a découragés en nous disant vous n'y arriverez jamais, c'est pas possible, vous n'avez pas les épaules, vous n'avez pas la maturité, vous êtes trop centré sur vous. Et j'en profite pour répondre à la question de l'intérêt général, qu'il y a à 16 ans autant de personnes qui ont de tempérament et de rapport à la capacité à s'engager, autant de talents différents, et que à 16 ans, on a énormément de capacité à comprendre ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, et qu'après, ces écarts de tempérament ne sont pas le fait de l'âge. Il y a des gens à 35 ans, à 40 ans qui font leur crise d'ado et qui se comportent avec leur groupe d'amis ou leur conjoint comme des gamins ou des gamines. Donc, cette question-là devrait dire, je pense qu'il y a quand même une limite, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question de pourquoi 16 ans et pas plus petit. La limite, je pense que c'est quand même la question de l'éveil initial et de la capacité à assumer, à avoir des responsabilités. Aujourd'hui, à 16 ans, on a déjà des responsabilités, on peut s'assumer soi-même sur un certain point, un certain nombre de choses pénales, sur la capacité à conduire, sur bon. C'est ça qui est une ligne importante. Si demain, on considérait que plus jeune que 16 ans, on pouvait déjà devenir responsable ou tributaire à 15, 14, dans ce cas, il faudra descendre le vote à 15, 14. Peut-être qu'un jour, on ira jusqu'à un vote à 12 ans. La limite, c'est juste pour moi la capacité de la conscience. Alors, il y a même une grande tradition qui dit à 7 ans l'âge de raison. Pourquoi 7 ans l'âge de raison? Parce qu'il paraît que c'est à 7 ans qu'on a conscience du bien et du mal. Enfin, alors dans ce cas, dans 100 ans, quand on aura une vraie formation civique, dans 100 ans, on votera à 7 ans. Mais il faut vraiment briser cette idée-là de l'inintelligence, de l'immaturité qui est fausse, et que même si elle était vraie, mais elle est fausse, elle ne pourrait pas justifier. Et j'en profite comme j'ai la parole pour vous dire un grand merci et au revoir, parce que je devais partir à 16h pétante. Et donc, j'ai beaucoup apprécié vous rencontrer, voire vous revoir pour celles et ceux que je connaissais. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, et surtout, Samuel. que la PPL du 8 octobre Super. va aller très loin. Salut Samuel. Merci beaucoup. Allez. Merci de ton intervention. À bientôt. Et je continue sur l'argument de Samuel, justement, en rappelant que la majorité pénale, enfin la responsabilité pénale, c'est à partir de 13 ans qu'un gamin peut aller en prison. C'est-à-dire qu'à 13 ans, notre société considère qu'on est suffisamment mature pour assumer ses actes sur sa propre liberté. Oui, et puis là-dessus, il y a aussi, à 16 ans, on a déjà des droits et des devoirs civiques. On peut déjà, c'est ce qui est aussi rappelé dans la proposition de loi, si je ne me trompe pas, mais c'est aussi, à 16 ans, on peut déjà déclarer ses impôts, on peut déjà reconnaître un enfant, on peut déjà écrire un testament, faire un testament. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à 16 ans. Alors, bon, je sais qu'on peut déjà conduire une voiture dans certaines conditions. On peut déjà conduire une voiture, on peut conduire d'autres aussi trucs. On peut piloter un hélicoptère à 15 ans, je rappelle. Ah ouais, on peut conduire un hélicoptère. C'est 15 ans, l'âge du brevet de pilote d'hélicoptère, c'est 15. C'est comme ça. Et surtout, on peut aussi se mobiliser. Mais se mobiliser, c'est se mobiliser dans la rue, comme on voit Youth for Climate, les jeunes pour le climat, c'est se mobiliser dans ces lycées, comme on voit aussi, il y a des syndicats étudiants, à la manière de l'UNEF pour les étudiants. Il y a des syndicats lycéens, pardon, à la manière de l'UNEF pour les étudiants, il existe des syndicats lycéens. Et donc, il y a des formes de participation civique déjà dans les lycées, et donc pourquoi pas le droit de vote à 16 ans, quoi. Enfin, c'est une évidence. Ça paraît être une évidence. Oui, c'est vrai. Je me permets de rebondir pour poser une question qui a été posée par Martin. Martin nous demande comment peut-on faire pour donner envie aux jeunes de s'engager et donner envie aux jeunes de voter, d'après vous? Peut-être que Brandy, tu as une idée là-dessus. Mais les jeunes veulent s'engager, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand on donne la parole à quelqu'un… Comment leur donner envie, quoi? C'est ça, hein, tout l'enjeu. Ils ont envie. En fait, la question, c'est pas tellement s'ils ont envie ou ils n'ont pas envie. Ils en ont envie. La question, c'est quelle place on leur donne. Et là, c'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Paola l'a dit, si on prend typiquement un jeune de 16 ans, il a envie de parler, il a envie de s'exprimer, mais il n'a pas le droit. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir quelle place on leur donne dans la démocratie, quelle place on leur donne dans la ville, selon l'échelon dans lequel on parle. Et c'est pour ça que pour moi, et ça répond à rebondir d'autres questions que Fano, pardon, je ne trouve pas ça mes fonctions, mais pose par rapport au temps, à l'âge. Non, comment oui, au temps qui pourrait être accordé par les élus, oui, bien sûr. Voilà, oui. Ouais. Après, moi, j'ai une vision plutôt… une certaine vision de ça, c'est-à-dire pour moi, c'est aux jeunes d'aller s'emparer de leurs paroles. C'est-à-dire, je vais pas attendre, moi, gentiment, qu'un élu vienne vers moi pour me demander des choses. Non, je vais
je vais me mobiliser avec des personnes et aller entre guillemets, dire ce que j'ai à dire. Donc, pour moi, la responsabilité, en tant que jeune, elle est d'abord de notre ressort. Mais en tant que responsable politique, elle est aussi du ressort de l'élu local. Donc là, si je m'adresse à des jeunes, je leur dirais allez-y. Et si je m'adresse à des élus locaux, je leur dis c'est de votre intérêt, en fait, d'écouter ces jeunes. Un, pour la ville, Bien et sûr. deux, eux-mêmes, pour être élus, ils ont besoin de ces jeunes plus tard, quoi. Oui, Oui, vas-y. mais pour ma part, moi, je tempérerais un petit peu ça quand même, pas bien sûr en m'inscrivant en faux sur ce que tu viens de dire, Brandy, mais je pense que partout, à partir du moment où on doit dresser des constats, en faire une analyse et pouvoir trouver des débouchés, des solutions, la généraliser les choses, c'est très dangereux parce que ça nous amène parfois à nous tromper. Et on parle depuis tout à l'heure, et je l'ai un peu dit tout à l'heure dans mon intervention, on parle de la jeunesse, des jeunes, mais c'est quand même un milieu qui est très hétérogène. Tout à l'heure, je l'ai pu aborder, il y a à peu près un tiers des jeunes qui s'engagent associativement. Le taux d'abstention est pas vraiment significatif. La différence de taux d'abstention entre les jeunes et les moins jeunes n'est pas vraiment significative, mais pour autant, il y a quand même une véritable fracture sociale et on constate que c'est parmi chez les personnes les plus défavorisées, les personnes qui n'ont pas pu atteindre un niveau d'études très élevé, etc., qui a le plus d'abstention, qui a le moins de participation, etc. Et donc, c'est peut-être aussi tout simplement en écoutant et en donnant les clés à ces personnes. À partir de quoi de mieux que d'écouter les personnes concernées, que de faire participer les personnes concernées et que de laisser s'exprimer les personnes concernées dans une démocratie. Décider pour les autres, c'est assez, en termes de conception philosophique, c'est un peu étonnant dans ce genre de choses, surtout quand tout le monde peut s'exprimer. Et donc, on l'a aussi chez les étudiants, on a une abstention très forte qui s'explique par d'autres raisons, aussi parce qu'il y a des étudiants qui sont à l'université pour des périodes très courtes, etc., qui ne souhaitent pas forcément s'impliquer dans la vie démocratique universitaire, mais sur le temps long qu'est la vie dans une société, je pense que c'est aussi les personnes qui sont les plus défavorisées c'est chez ces personnes-là qu'il faut vraiment susciter l'engagement pour pouvoir permettre à toutes et à tous de vraiment s'engager et de vraiment aller voter, etc. Bien sûr. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui dit qu'on parle souvent quand on parle de modèle de démocratie, on a tendance à faire référence aux pays nordiques, et qui nous dit aussi que dans ces pays, le taux d'adhésion aux syndicats et partis politiques est très, très important. Et que finalement, comme on a tendance parfois à le faire en France, fustiger un peu les partis politiques classiques et les syndicats comme organisations qui relèveraient un peu du vieux monde, ce serait peut-être mettre à mal la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que les mots parti politique et les mots syndicats ne relèvent pas du tout de la même réalité entre les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud. Adhérer à un syndicat en Norvège et adhérer à un syndicat en France, c'est pas du tout la même démarche, la même logique. Pour des raisons d'histoire, pour des raisons de cogestion des systèmes de protection sociale dans ces pays-là. Donc voilà, allons-y mollo aussi sur la comparaison des taux de syndication entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, c'est pas vraiment la même réalité. Mais pour le coup, au demeurant, je suis assez d'accord et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les modalités d'organisation, on n'a pas besoin de réinventer la poudre, on a besoin de rénover radicalement, je pense, la gouvernance des associations et leur mode de fonctionnement, mais pas tant pour les jeunes que d'une manière générale. Les jeunes ne sont pas plus ou moins attirés vers le modèle associatif ou le modèle syndical, le modèle parti politique que vers d'autres modèles. Chaque modèle correspond à une réalité d'engagement, de qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, combien de temps j'ai envie de m'y impliquer. Et donc voilà. Ouais, on a une autre question assez intéressante aussi d'Arnaud qui nous dit que les générations les plus âgées, est-ce qu'elles souhaitent vraiment laisser la place aux jeunes ? C'est une bonne question. Est-ce qu'elles doivent aussi laisser la place aux jeunes ? La jeunesse doit arrêter de demander une place, mais plutôt réussir à la prendre. Voici la conclusion d'Arnaud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, ça, j'ai jamais été d'accord avec ça et je reviendrai sur ce qu'a dit Lou tout à l'heure, justement. J'ai toujours détesté l'injonction à la jeunesse. J'ai toujours détesté les trucs genre « allez-y les jeunes, saisissez-vous, bougez-vous, remuez-vous, etc., indignez-vous », tout ce genre de trucs. Ça m'a toujours énormément énervé. L'idée selon laquelle l'avenir de la place des jeunes dans la société dépend seulement des jeunes. Fondamentalement, c'est à la société de faire de la place aux jeunes. C'est à nos structures, à nos organisations, à nos politiques publiques d'intégrer
les jeunes comme partie prenante de l'ensemble de notre société et de ne pas exclure une catégorie d'âge sous prétexte qu'il y a un milliard de prétextes pour lesquels on exclut les jeunes de tous nos dispositifs. Donc non, tu vois, ça revient à la question que tu posais avant, comment donner envie aux jeunes, mais en fait, il ne faut pas donner spécifiquement envie aux jeunes. Les jeunes, et Brandy l'a rappelé, ils ont déjà envie, c'est juste qu'ils ont des modalités qui leur sont propres, ils ont des parcours qui leur sont propres, et encore, comme l'a dit Lou, il n'y a pas vraiment de catégorie sociale propre à la jeunesse, il n'y a pas de conscience de classe d'âge, plus pour les vieux que pour les jeunes. Donc, on vote pas en jeunes, on vote pas en vieux. On vote en tant que beaucoup d'autres choses, mais c'est pas assez, c'est trop faible et pas assez homogène la catégorie jeune pour en faire un électorat, par exemple. C'est la raison pour laquelle toutes les tentatives de partis politiques jeunes ont jamais réussi. Il n'y a pas de représentant de la jeunesse. Ça n'existe pas et ça ne pourra jamais exister. Ouais. C'est pas très grave. Enfin, je veux dire, il faut pas se battre pour ça. Donc voilà. Donc comment donner envie aux jeunes de s'engager et de voter simplement de la même manière que tout le reste de la population, en montrant que ça sert à quelque chose. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est dur, mais c'est pas compliqué. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Paola, comment tu réagis, toi, par rapport à la question qui a été posée sur l'engagement à travers des structures plus traditionnelles? Toi qui, à la base, avais rejoint un parti politique qui n'en était pas un, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que signifie l'adhésion aujourd'hui à une association, à un syndicat, à un mouvement, pour les jeunes ou pas forcément? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'élu, en tant que... D'abord, je voudrais rebondir 2 secondes sur ce que vient de dire Jean. Il y a un parti de jeunes qui s'appelle Allons Enfants, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait des choses merveilleuses. Donc voilà, je ne sais pas si ça n'a jamais fonctionné. Il faut aller voir un peu ce qu'eux font et comment ils essayent de mobiliser les jeunes pour que, en fait, leur argument, c'est de dire que les jeunes aussi se sentent éloignés des représentants parce qu'ils ne se sentent pas identifiés nécessairement. Ils ne voient pas dans les représentants des gens qui leur ressemblent, qui les comprennent, etc. Et donc, ils disent, du coup, il faut mettre des jeunes en responsabilité. Et donc, ils font des campagnes pour des jeunes. Ils ont déjà des élus. Et donc, c'est intéressant comme approche. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Mais autant je suis d'accord sur la question de dire qu'il n'y a pas nécessairement un électorat jeune, qu'on ne vote pas en tant que jeune, comme on ne vote pas en tant que vieux. Mais leur effort là est intéressant à suivre en tout cas. Sur la question de l'adhésion, moi je pense qu'on va de plus en plus vers un modèle où on est beaucoup plus exigeant par rapport à notre adhésion à des structures. Il y a plus cette idée de loyauté comme on aurait pu avoir envers des partis auparavant, par exemple, où on suivait un même parti toute sa vie et où ça devenait un peu comme le club de football, comme une famille, comme une maison, disons. Il y avait cette logique un peu de maison. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus fluides, plus flexibles et plus exigeants. Et donc, ils vont adhérer quelque part et s'ils ne sont pas contents, ils iront ailleurs. Et c'est plus une logique de mouvement. Et du coup, ça demande beaucoup plus de sincérité, d'honnêteté et de prise en compte réelle de leur avis et de leurs préoccupations. Et c'est en lien aussi avec du coup la question de l'intérêt général que tu avais posé. Je pense que les jeunes, voilà, pour les jeunes, l'intérêt général, ça va être ils vont respecter ce qu'on appelle ou ce qu'on brande entre guillemets intérêt général si ils ont été inclus et ils ont fait partie de cette construction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà une question de on va plus être dans l'acceptation de quelque chose qu'on nous impose ou qui nous dépasse ou sur lequel on n'a pas eu voilà, notre main, notre mot à dire, notre participation. Et donc, c'est pour ça que je défends tellement cette proposition de droit de vote à 16 ans, parce que je pense que c'est la seule façon qu'eux puissent vraiment respecter ce qui ressort aujourd'hui en termes de politique publique ou qu'ils puissent commencer à respecter voilà, l'action des responsables politiques. Donc moi aussi, je vais devoir vous quitter. Je suis désolée, mais donc du coup, représentante de la nation. C'est bientôt fini, t'inquiète. Encore une fois à Merci beaucoup. Diffuser un maximum la pétition qui est donc sur je vote à 16 ans.fr, donc il y a une pétition sur change.org. On a vraiment besoin d'avoir un maximum de soutien avant les débats
donc de jeudi prochain. Donc, n'hésitez pas vraiment à diffuser partout dans vos réseaux, sur vos réseaux sociaux, etc. Merci, merci beaucoup. Merci Paula et bonne chance alors avec ce texte. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut Merci, Paula. Paola. Merci à toi. Salut. À bientôt. Alors, j'ai une autre question qui pourrait peut-être être adressée à Brandy, et puis après, peut-être qu'on arrêtera parce qu'on a déjà perdu 2 participants et on arrive bientôt à la fin de ce webinaire dans tous les cas. Brandy, il y a Pierre-Gilles qui dit que dans le lycée où il a rencontré beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas particulièrement légitimes à leur âge pour aller voter à 16 ans ou qui n'ont pas l'impression d'être vraiment pris au sérieux. Toi, tu es vraiment dans ce… On en a déjà un peu parlé, on a esquissé un peu les contours de la réponse que vous pourriez peut-être faire les uns les autres, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Brandy, cette question de légitimité, justement, et de prise au sérieux, en quelque sorte? Bah, pour moi, c'est normal. C'est normal que les jeunes pensent ça parce qu'on leur dit toujours, t'es jeune, il y a les parents qui leur disent t'es jeune, les profs leur disent t'es jeune, tu n'as pas à ton mot à dire. Et puis en même temps, depuis qu'on a 3-4 ans, on écoute en fait. On écoute. On a cette position un peu d'élève face à un prof, d'enfant face à ses parents. Et là, c'est normal qu'ils ne sont pas assez légitimes de se dire, OK, maintenant aujourd'hui, c'est moi qui vais parler, c'est moi qui ai des choses à dire. Et pour moi, il faut toute une déconstruction en fait à faire et à se dire en fait, si je suis légitime de parler, d'avoir un avis, etc. Et moi, le vote à 16 ans, il est symboliquement, mais même dans les mentalités, très important parce qu'aujourd'hui, pourquoi, malgré ce schéma de voilà, je parle, j'écoute, et à l'université, beaucoup s'engagent, comme Lou le rappelle depuis tout à l'heure, c'est qu'un quart des élèves, des étudiants sont engagés au final. Et s'il y a un écart entre l'engagement étudiant et l'engagement universitaire, c'est que ça s'explique quelque part peut-être par le vote, mais aussi par d'autres choses. Voilà, tu es responsable maintenant, tu es capable, tu es légitime. Et ça, il faut le faire bien en amont, dire bien en amont que vous êtes capable d'être légitime. Et même dans la loi, tu as 16 ans, tu peux voter. Et c'est pour ça que cette loi est… Il faudrait préparer en importante. quelque sorte. Ouais, préparer plus en amont. C'est ça. Ouais. Ok, bah écoutez, on arrive donc à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre à la petite question que je vous ai posée tout à l'heure sur la définition de l'intérêt général pour les jeunes aujourd'hui? Brandy, donc tu as la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais ouvrir un débat. S'il y a une réflexion que je me fais en ce moment, c'est est-ce qu'aujourd'hui, et je ne parle pas de politique, je ne parle pas de responsable politique, je parle de citoyens et de jeunes, est-ce qu'il y a réellement cette notion d'intérêt général? Je m'explique. Aujourd'hui, je suis un jeune, je veux parler de mes problèmes. Et si mon problème, c'est le logement, je vais m'engager sur le logement. Si mon problème, c'est d'avoir des revenus décents, je vais m'engager sur le revenu décent, mais pas forcément sur tous les problèmes du monde. Tu penses que l'engagement est vraiment lié à une expérience personnelle? C'est une question que je me pose. Aujourd'hui, pas forcément, mais est-ce qu'on ne va pas plus vers ce modèle-là très individuel où en fait je pense à mes problèmes? Tu crois? Et ça a toujours existé. C'est pour ça qu'il faut peut-être essayer de réhabiliter la question de l'intérêt général. Sinon, c'est compliqué. Tu vois, si par exemple, moi, je m'intéresse qu'à mes problèmes en tant que blanche qui a grandi en France et qui vient d'un milieu social où bon, ça allait à peu près. Finalement, je ne m'intéresserai peut-être pas aux problèmes des autres et je ne m'engagerai pas du tout. Enfin… justement, et c'est pour ça que la participation d'un maximum est très important parce que si chacun ramène, entre guillemets, son problème, au final, tu verras la France avec tous ses problèmes de manière globale puisque tout le monde a rapporté le sien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu penses qu'en fait, tous les individualismes va créer le collectif. Enfin, si tu collectes… Ok, d'accord. Peut-être. Bonne question. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Jean, de ça? Qu'il faut le demander aux jeunes, en fait. Quel est le sens de l'intérêt général pour les jeunes? En fait, ça consiste à leur demander ce qu'ils en pensent. Donc, il faudrait que, par exemple, leur permettre de mettre un petit bulletin dans une grosse boîte avec écrit le nom des élus qu'ils voudraient, leur filer le droit de vote, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, me demander quel est le sens de l'intérêt général pour les jeunes, ça revient à me demander pour qui vont voter les jeunes. Et j'en sais rien. Et comme je suis contre qu'on parle au nom des jeunes, on va leur demander, on va leur donner le droit de vote. Donc, tu es pour le droit de vote à 16 ans, si on a bien compris. Mais oui, bien sûr, évidemment, mais depuis très longtemps, oui, bien sûr. Ok, super, merci Jean. Lou, qu'est-ce que tu en penses pour conclure? En général, c'est pouvoir intégrer la totalité de la population dans les décisions publiques, je pense. Pouvoir faire en sorte que chacun puisse s'émanciper, que chacun puisse
vivre dans une société égalitaire, j'irais même plus loin, dans une société peut-être équitaire, une société où plutôt que donner la même chose à tout le monde, donner plus à ceux qui ont moins pour que ensuite la société devienne égalitaire. C'est peut-être ça l'intérêt général. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse juste pour exactement les mêmes raisons que ce qu'a dit Jean. Et je pense que des formes d'engagement pour l'intérêt général chez la jeunesse, on peut en voir. On peut en voir dans le syndicalisme, on peut en voir dans les organisations spontanées de manifestations pour le climat. On peut en voir, voilà, il y a beaucoup de formes d'engagement des jeunes pour l'intérêt général. Et je pense que l'aboutissement de cela, ça pourrait être le droit de vote des jeunes qui, justement, leur conférerait cette capacité ultime de s'exprimer pour l'intérêt général. Super, bien écoutez, je remercie tout le monde pour toutes vos interventions riches et passionnantes. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis, qui étaient là pour nous poser des questions. C'était donc la table ronde de Nous Demain sur la jeunesse et l'avenir de la jeunesse. Et peut-être à bientôt. Suivez la prochaine table ronde sur les territoires qui commence à 18h, toujours sur Facebook. Merci beaucoup, à bientôt et je coupe. Au revoir. Au revoir.